Alors ça y est les amis, on arrive sur la toute dernière leçon de cette formation gratuite et dans cette leçon nous allons créer le Perspective Shifting. C'est une mécanique de jeu qui va nous permettre de faire pivoter le monde un peu à la manière d'un jeu qui s'appelle FEZ, F-E-Z. Je vous invite à regarder, normalement c'est un jeu qui est hyper connu et j'ai voulu recréer cette mécanique dans notre jeu The Mad Scientist. Alors pour commencer, on va créer le Shift Block parce que dans notre jeu, pour activer le fait de faire pivoter le monde, il faut taper sur un bloc à la manière du jeu Mario. Alors ici, je vais appuyer sur CTRL espace et je vais venir dans le dossier Core. Alors le Shift Block, c'est un bloc et donc on va le faire hériter du bloc Master. Donc je vais faire un clic droit sur le bloc Master, je vais faire un Create Child Blueprint Class pour qu'il puisse avoir les mêmes propriétés que l'ensemble des blocs du level, à savoir le fait de cacher une face ou de changer la texture. Donc je fais Create Child Blueprint Class, je vais l'appeler BP underscore block underscore shift. Voilà. Je vais l'ouvrir. Et donc ici, dans les classes default, la texture, nous allons la changer à, si je ne me trompe pas, ça s'appelle shift. Vous allez taper shift. Vous allez prendre shift block left. Alors vous voyez qu'il y a un right, vous allez voir, on va l'aborder là tout de suite après, donc vous allez choisir le left. Alors donc shift block left. Et voilà. Alors donc ça va ressembler à ce truc-là. Ensuite, on va changer le scale du cube. Ici, je vais sélectionner le cube et je vais le mettre à 0,5 pour qu'il soit légèrement plus petit parce que sinon, il va être un petit peu trop fat dans le level. Et du coup, j'imagine que vous l'avez remarqué, en même temps, je vous l'ai pointé, il y avait la présence d'une texture ici. Donc dans le dossier R, Interactables et Shift Block, nous avons deux textures. Une texture right et une texture left. Ok ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est simple, c'est parce qu'en gros, dans notre jeu, lorsqu'on va taper sur un bloc, on va tourner le shift dans une direction donnée, et lorsqu'on va retaper sur le bloc, on va le retourner dans l'autre sens. D'accord? C'est pour ça qu'on fait left et right, c'est que si on pointe vers la droite et qu'on tape sur le bloc va pointer vers la gauche pour dire qu'on va retourner dans l'autre sens une fois qu'on va taper sur le bloc. Alors, dans la première version de cette formation, cette formation, c'est une version mise à jour sur Unreal Engine 4. À l'époque, pour changer le bloc, j'utilisais ces deux textures. Je mettais le right ou le left en fonction de nos besoins. Mais là, on va essayer d'aller un cran au-dessus en ajoutant cette fois-ci une fonctionnalité à notre matériel pour pouvoir changer, pour pouvoir inverser la texture sans avoir besoin de changer la texture. D'accord? Donc pour ce faire, je vais aller dans Material Library et je vais ouvrir notre Material MBlock. Donc MBlock, ça va nous permettre justement de modifier le matériel principal de tous les blocs. Alors vous allez voir, ça va être plutôt simple à mettre en place. Ici, je vais venir dans la partie texture. Et là, je vais coder une petite logique. Je vais venir faire un clic droit, je vais faire Texture Coordinate. Alors pour information, pour ceux qui ne connaissent pas les matériaux, comment est-ce que ça fonctionne, en gros les matériaux, ça va permettre de définir la couleur de la peau des objets. D'accord? Vous avez un cube, vous avez la peau du cube, et en fait c'est lui qui permet de dire, écoute, on va plaquer ce matériau comme ça. En fait ce qui se passe, c'est qu'ici vous avez l'impression que tout est plaqué correctement, mais en gros ça ne serait pas le cas s'il n'y avait pas ce qu'on appelle les textures UV. Donc les coordonnées UV, pardon. Les coordonnées UV, ça permet de dire, écoute, les coordonnées, admettons, on prend un papier peint, on va couper un morceau du papier peint et on va dire cette région du papier peint, elle va à cet endroit sur la main. Cette région du papier peint va aller à cet endroit sur l'autre main et ainsi de suite. Et en fait, ce sont les coordonnées qui permettent de faire en sorte qu'on ait une texture qui soit correctement affichée ici sur un cube. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces coordonnées-là, donc c'est ce truc-là, ce sont les coordonnées par défaut de notre objet et on va les inverser le long de l'axe X. Si vous vous rappelez bien, plus tôt dans cette formation, on avait les axes U et V qui permettaient de représenter finalement une texture. U, c'est horizontal, V, c'est vertical. Et comme nous, on a une flèche et on veut retourner ça de manière, faire un miroir en gros horizontal, et en fait, on va juste modifier l'axe U. Et comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple. Ici, je vais tirer un câble, je vais faire un multiplier. Et là, je vais faire un clic droit, je vais taper constante et je vais prendre constante de vector. Constant to vector. Ce truc-là. Je vais brancher ça là. Et en fait, ici, si je mets 1 et 1, dans les coordonnées UV multipliées par 1 et 1, ça va toujours donner UV. Par contre, si je fais moins 1 pour X, en fait, je vais inverser l'axe U. L'axe du U, je vais inverser la texture et ça va la retourner. Donc là, maintenant que ça c'est fait, on va utiliser, je vais faire un clic droit, je vais taper Linear Interpolate. Et nous allons utiliser le lerp que nous avons utilisé plus tôt lorsqu'on isolait les textures. Donc ici, le lerp pour rappel, on va prendre un
un point A, donc celui-là, les coordonnées de base, et on va prendre un point B, donc les coordonnées inversées. Et ici, si alpha est égal à 0, on va prendre les coordonnées normales. Si alpha est égal à 1, on va prendre les coordonnées avec le U inversé. Donc je vais faire un clic droit ici. Je vais faire un promote to parameter et je vais appeler ça mirror texture pour inverser la texture. Ensuite, ici, je vais brancher ça sur les UV pour modifier les coordonnées de l'objet. Donc là, je vais mettre ça, je vais mettre un commentaire, applique un effet miroir. Je ne sais jamais s'il y a deux R ou un seul, on va dire deux, hein. Miroir horizontal sur la texture. Donc là, on va dire que par défaut, c'est mis à 0. Donc si c'est mis à 0, on n'inverse pas. Et regardez la texture ici dans le viewport. Dès que je vais dans Parameters et que je vois les paramètres Mirror Texture, si je mets à 1, regardez, hop, on inverse. 0, 1, 0, 1. C'est exactement ça. Et c'est grâce à ce truc-là qu'on va pouvoir modifier notre fameuse flèche. Donc là, je sauvegarde tout ça. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à ajouter la logique qui permet de changer le sens directement depuis le blueprint block shift. Donc je sauvegarde, je vais fermer ça. Et je vais aller dans le block shift, celui-là. D'accord? Donc le blueprint du block shift. Et ici, nous allons créer une variable. Donc variables, clic, je vais choisir booléen. Et je vais appeler ça shift right. Donc si shift right c'est mis à true, la flèche elle va devoir le garder à droite. Si c'est shift right est mis à false, on va le garder à gauche. Donc ici, le booléen, je vais activer l'œil. Je vais compiler. Et là, je vais mettre par défaut shift right à true pour dire par défaut, tous les blocs vont le garder à droite. Donc là, je vais compiler. Et maintenant, il me faut un moyen de mettre à jour cette texture. Comment est-ce que je vais faire ça? Nous allons faire ici une nouvelle fonction. Et je vais appeler ça update direction. La fonction update direction, elle va fonctionner comme la fonction update texture que nous avons créée dans le blueprint parent du block shift. Donc le block master, on a update texture qui permettait de créer un matériau dynamique et de modifier ses paramètres. Nous, on va faire exactement la même chose, mais comme c'est une fonctionnalité qui est unique au block shift, on va le faire directement dans le block shift. Donc ici, donc update direction, je vais prendre le cube ici, je vais tirer un câble, je vais faire un create Dynamic Material Instance, donc comme ce qu'on a fait plus tôt, hein, ça va créer un matériau dynamique qu'on pourra modifier à la volée. Et ici, je vais tirer un câble, depuis là, je vais faire un set scalar parameter value. Set scalar parameter value, ça va permettre de modifier la valeur d'un paramètre de type scalar, donc un paramètre de type non, en l'occurrence notre paramètre mirror texture. Donc je sélectionne, donc je suis dans le M-block, je sélectionne le mirror texture. Je vais venir choisir son nom, je fais CTRL-C. Je vais revenir dans le BP block shift. Et là, ici, je vais dire, bah, écoute, le paramètre que je veux modifier, c'est le paramètre mirror texture. Et comment est-ce que je vais le paramétrer? Si c'est 0, ça va à gauche. Si c'est 1, ça va à droite. Et donc ici, je vais prendre le shift right. Tiens, on va réessayer mon truc là, si ça fonctionne. Je vais brancher ça là. Il veut pas. Bon, c'est pas grave. Mais écoutez, on va tirer un câble ici. On va faire un select, float. Voilà. Je vais prendre le shift right, je vais le brancher là. Et donc, si shift right, c'est égal à true, on va prendre le A, pardon, et on va le mettre à 1. OK? Parce que shift right, ça veut dire qu'on va mettre la flèche à droite. Et si c'est false, on va mettre la flèche à gauche. Donc, si c'est shift right qui est égal à A, ici dans le M block, on va mettre un 1 pour inverser la flèche et la faire tourner de left à right. OK? Donc là, c'est bon. Je reviens ici. La fonction, elle est terminée. Je vais juste ajouter un return node. Add return node, voilà. Et là, je vais sélectionner tout ça et je vais mettre un commentaire. Change le sens de la flèche du shift en fonction du paramètre shift right. Je compile et maintenant, je vais aller dans le construction script pour appliquer cette nouvelle fonction. Là, construction script. Ici, on met à jour la texture pour mettre la texture qu'on a demandé. Du coup, celle-là avec les différents paramètres chauffantes et tout le reste. Et là, je vais prendre Update Direction, je vais mettre ça là, et c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. Donc là, si je compile, je viens dans le viewport et regardez, automatiquement, la flèche a tourné. Si je viens dans classe Defaults, Shift Right c'est égal à True, si je décoche, hop, ça retourne. D'accord? Donc là, c'est cool. Et maintenant, nous allons pouvoir coder la logique de notre Shift Block. Alors, donc, pour coder la logique du Shift Block, je vais aller dans l'Event Graph.
Alors ici, le shift block, ça va permettre de lancer la mécanique du shift lorsqu'on va le taper. Pour commencer, pour information, la mécanique du shift va être lancée directement dans le player. Donc le player va taper le shift block et le shift block va dire au player, c'est bon, tu peux lancer ta mécanique de shift. Donc pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le BP Scientist, j'appuie sur CTRL espace, je vais ensuite dans le dossier core et je vais ouvrir le BP Scientist, celui-là. Et ici, je vais créer justement ma logique du shift block. Tiens, j'ai oublié de commenter cette partie-là. Hop, ici, je vais mettre un commentaire. GR, le tir de projectile. Voilà, au moins on a un code qui est propre. Et ici, je vais faire une nouvelle fonction. Je vais faire un clic droit, Custom Event, et je vais appeler ça Trigger Perspective Shifting. Trigger Perspective Shifting, ça veut dire lance le fait de changer la perspective. Ici, cet événement, il aura besoin d'un paramètre d'entrée qui va être de type booléen et on va l'appeler Shift Right. Ça va permettre de dire au player, bah écoute, lance ton shift vers la droite, donc fais tourner le monde vers la droite ou fais tourner le monde vers la gauche. Juste histoire de vérifier que ça fonctionne, je vais tirer un câble et je vais faire un print string. Le print string, quel texte est-ce que je vais afficher? Je vais afficher le texte shift. Voilà. Au moins, comme ça permet de dire c'est bon, ça fonctionne, le shift a bien été lancé. Donc là, je vais compiler, sauvegarder et on va retourner du côté du bloc shift. Je vais faire un clic droit, close tab to the right pour tout fermer, histoire d'avoir un truc plutôt clean. Et donc, avant d'implémenter ça, on va juste vérifier que les collisions sont bien mises en place. Donc là, je vais aller sélectionner le cube et sur la droite, on va choisir Simulation Generates Hit Events. Ok, donc ce truc-là, cette partie-là, vous allez cocher. D'accord? Ensuite, ici, vous allez décocher Generate Overlap Events, cette partie-là. Et normalement, ça devrait être bon parce que Block All Dynamic est activé et du coup, on peut recevoir les hits du pawn. D'accord? Donc ici, je viens juste de vérifier, est-ce que si le player tape sur le bloc, on peut détecter? Et oui, c'est le cas parce que le player, c'est un pawn. Et ici, on peut bien voir que les pawns sont bloqués par le bloc. Donc si je mets ça ici, je zoome, voilà, on a bien le bloc qui est disponible ici. D'accord? Donc là, c'est bon. Et du coup, maintenant, on va pouvoir détecter tout ça. Donc je sélectionne le cube et je vais venir tout en bas. Et je vais choisir d'ajouter un événement on component hit. Ça veut dire que je veux écouter les moments où il y a quelque chose qui tape contre le bloc. Ça va m'ajouter cet événement. Et donc cet événement-là va être appelé à chaque fois que quelque chose va taper directement sur le bloc. Donc maintenant, pour coder ça, on va commencer un truc. Il faut qu'on vérifie en quelque sorte si le player a tapé le bloc par le dessous. C'est quelque chose qui est relativement facile à mettre en place, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais compiler. Je vais coder une logique ici, je vais tirer un branch. Voilà. Et ici, je vais taper quelque chose, je vais tirer un câble depuis le hit. Je vais faire un break hit result. Et là, je vais prendre la normale et je vais faire un dot product. Le dot, ici le node dot, je vais mettre le z à 1 et là je vais mettre ça supérieur à 0,9. Voilà. Alors ici c'est encore des mathématiques, hein. En fait ce qu'on vient de faire en gros, c'est qu'on vient de dire, écoute, il y a quelque chose qui a tapé. Je veux savoir dans quelle direction le fait de taper est venu. Donc la normale, ça va permettre de dire, bah écoute, si tu tapes, admettons qu'ici on a ce bloc, si tu tapes par le dessous, donc je saute comme ça ici pour taper sur ce bloc-là, et bien en fait la normale, elle va pointer dans ce sens-là. Ok? Et donc ce sens-là, c'est l'axe Z. Dans le Word ici, le sens qui tape vers le haut, c'est l'axe Z. Là, ce que je viens de dire, le dot, en fait, ça permet de savoir, on l'a déjà utilisé, il me semble, dans cette formation, ça permet de savoir à quel point deux vecteurs sont alignés. Donc là, ici, j'ai mis l'axe Z qui est égal à 1 et la normale qui va être égale en fonction de l'impact du player. Si le player arrive par le côté quand il tape sur le bloc, la normale va aller dans le sens de direction du player. Si le player vient comme ça pour taper dans ce bloc-là, et bien en fait, la normale, elle va pointer comme ça. D'accord? Donc moi, ce que je veux savoir, c'est à quel point la normale ressemble à ça, le fait d'aller vers le haut. Donc ici, si je mets 0,9, ça veut dire que c'est à peu près pointé vers le haut. Ça veut dire que des fois, le player va peut-être venir de côté et il va taper. Et donc, la normale, au lieu d'être correctement alignée verticalement comme ça, elle va peut-être être légèrement comme ça. D'accord? Donc ici,
je vais mettre un petit commentaire, une petite bulle, et je vais mettre ça si la normale du hit est plus ou moins alignée avec le vecteur Z du world. D'accord? Donc ici, bon, tant qu'à faire, on va regarder. Hein. Regardez, je vais mettre ça là comme ça. Je vais faire un petit print string. Voilà. Et je vais brancher juste ce truc-là. Je vais brancher juste ça. Je vais afficher le résultat du dot. OK? Même, on va aller plus loin. Je vais prendre la normale et je vais brancher ça ici. Pour afficher d'abord la valeur de la normale. Donc je vais compiler. Je vais venir dans le level. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais placer un shift bloc juste au-dessus du player. Donc je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais prendre le bloc shift ici. Je vais le placer dans le level. Alors, hop, il faut que j'arrive à le placer. Voilà. Et ici, je vais le placer au centre. Donc X et Y. La X juste derrière moi. Là. Le X, vous allez mettre ça à 0. Et le Y à 0 également. Donc là, vous allez mettre ça au-dessus du player. Ici. Et donc, si je lance l'exécution, voilà, on a donc ça. Regardez maintenant ce qui va se passer en haut à gauche. Je vais taper par le dessous. Vous voyez que le Z est égal à 1. D'accord? Si je vais sur le côté, c'est toujours égal à 1. Ça veut dire que j'ai tapé sur le truc par le dessous. Maintenant, si je prends le player et que je le place au-dessus, je lance. Donc là, regardez, le Z, il est égal à moins 1. Si je saute et je tape par le dessus, il est égal à moins 1. Ça veut dire que ça représente la direction dans laquelle je suis venu. Donc si je place le player en dessous et que je compare ce vecteur au Z, et bien en fait, on peut avoir l'orientation du truc. Donc ici, je tape, hop, on a Z est égal à 1. Donc ça veut dire qu'ici, en faisant ce truc-là, ça nous permet de comparer les deux. Donc je peux brancher ça ici, et voilà. Parce que certains d'entre vous vont peut-être se dire, mais attends, là, ta normale, tu m'as montré, c'est égal à Z1. Ça fait 0, 0, 1. Donc le Z est tout le temps égal à 1. Donc plutôt que de faire tout ce calcul mathématique, autant faire quelque chose comme ça, genre égal, égal, equal, et je dis, ben voilà, est-ce que c'est égal à 1? Est-ce que c'est égal au Z 1? Et ben en fait, oui et non, parce que c'est pas forcément aussi simple que ça, parce que justement, là, la normale, elle est parfaite, tant mieux pour nous, mais des fois, quand on va taper dans un sens un peu qui n'est pas correctement droit, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 0,9 en Z, et pour le coup, ça va pas être bon, et ça ne va pas détecter, alors qu'on aura l'impression d'avoir tapé le bloc par le dessous. Donc ici, je supprime ça, et donc ça permet vraiment de dire, je prends l'axe Z, donc Z est égal à 1, et je prends la normale, et je vais les comparer. Si c'est égal, si c'est à peu près bien orienté, dans ce cas-là, je vais considérer que j'ai tapé le truc par le dessous. Donc là, c'est bon. Et ensuite, maintenant, une fois que j'ai tapé, on va vérifier est-ce qu'il s'agit du player. Donc je vais prendre le other actor, donc l'autre acteur qui a tapé sur le bloc. Je vais taper BP scientist pour vérifier est-ce qu'il s'agit du scientifique. S'il s'agit du scientifique, et ben dans ce cas-là, c'est seulement là que je vais lancer la logique de shift. Donc je vais prendre ça ici. Je vais mettre ça là. Voilà. Donc c'est bien le scientifique, je fais de la place. Et donc si c'est le scientifique, je vais tirer un câble et je vais faire trigger perspective shifting. Donc ici le shift right, ben, on va demander dans quelle direction est-ce que tu veux tourner. Ben, c'est simple, je veux tourner dans la direction qui est donnée par le shift right. Je mets ça ici, je fais un get et je branche ça là. Donc là on va pouvoir tester tout ça. Je vais compiler, je vais lancer. Et là si je saute, on peut voir qu'il y a écrit shift. D'accord, ça affiche bien shift, ça prend bien en compte le hit. Sauf que maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir justement faire en sorte que la flèche, elle change de direction. Je veux que la flèche change de direction à chaque fois que je la tape. Donc là, on est à droite, je veux tourner à gauche. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors tiens, je vais monter le niveau du volume. Voilà, ici, pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et du coup, là, maintenant, ce que je veux faire, c'est je veux changer l'orientation. Donc pour changer l'orientation, il va falloir qu'on change le shift right. Il va falloir que s'il est à true, on le mette à false. S'il est à false, on le met à true. Souvent, les gens vont refaire un truc du genre comme ça. Je vais mettre un branch. Je vais mettre ça. Et je vais dire, OK, bah, shift right. Si shift right, c'est égal à true, je vais mettre shift right à false. Si shift right, c'est égal à false, je vais mettre shift right à true. D'accord? Ça fonctionne, hein, il n'y a pas de problème, ça fonctionne, mais il y a une meilleure manière de le faire, c'est simple. Ici, je vais supprimer ça.
je vais prendre le Shift Right, je vais le mettre là, je vais faire un set, je vais le brancher ici. Et là, en fait, l'astuce, elle consiste à prendre le Shift Right qui est là, je vais tirer un câble, je vais faire Not Boolean. Donc le Not Boolean, ça va prendre l'inverse. Donc ici, je vais prendre le Shift Right, je vais inverser le booléen. D'accord? Donc si c'est true, je vais le mettre à false. Si c'est false, je vais le mettre à true. Et je vais rebrancher tout ça ici. Donc là, une fois que c'est fait, je vais prendre le Update Direction. Je vais le mettre là. Et je vais mettre à jour la direction de la flèche. Parce que nous avons mis à jour le booléen. Je vais prendre la flèche et je vais mettre à jour en fonction de la nouvelle valeur du booléen. Donc là, c'est bon. Un dernier truc, je vais juste jouer un petit son. Dès que le shift est validé, je vais tirer un câble et je vais faire un spawn sound 2D. Le spawn sound 2D va jouer un petit son de shift. Et comment est-ce qu'on va le choisir? Je vais cliquer ici et je vais choisir le son shift, celui-là. Voilà. Donc le son shift, c'est bon. Je vais compiler, sauvegarder. Et on va tester ça. Je vais lancer l'exécution. Je saute. Voilà, on a le petit son qui est joué. Et en plus de ça, la flèche s'inverse. D'accord? Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir placer les blocs dans le level. Donc ici, je suis en jeu. Donc ce bloc-là, il est bien placé. On va le laisser tel quel. Mais maintenant, nous allons venir placer un bloc ici. Donc ce bloc ici, je vais venir le placer. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez ça? Je prends ce bloc-là. Je vais appuyer sur Alt. Je vais le déplacer. Et ici, en fait, je vais venir faire CTRL espace. Je vais sélectionner mon bloc Shift. Là, je vais faire un clic droit. Et je vais faire Replace Selected Actor with BP Block Shift. Ça va le remplacer. Voilà. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on est correctement aligné par rapport au bloc. Sauf que là, vous avez vu, bon, pour le coup, c'est pas la bonne taille. Donc, je vais venir ici, le Scale. Je vais cliquer sur la petite flèche pour remettre le Scale à la normale. Donc là, on a bien le bloc qui tourne dans cette direction. Donc ici, si je suis là, je tape le Shift, on va tourner à droite. Ensuite, ici, si je suis là, je tape le Shift, on va tourner à droite. Et ici, il faut que je mette un autre bloc de Shift directement là. Donc pareil, même astuce, hein, je vais prendre ce truc-là, je vais appuyer sur Alt, je vais le monter au niveau de ce bloc-là. Ensuite, je vais prendre ici, CTRL espace, je prends le bloc de Shift, je fais un clic droit, et Replace Selected Actors with Block Shift. Ah bah tiens, je viens de découvrir qu'il y a cette nouveauté-là, je ne l'avais pas vu dans les vieilles versions d'Unreal. Si je décoche, j'imagine qu'il n'y aura pas les propriétés. Ah si, bon, c'est pas grave. Donc du coup, ici, on a changé. Et je vais revenir ici pour cliquer sur la flèche et lui redonner sa taille initiale. Donc là, la direction, c'est bon. Et si on regarde bien, en fait, ce qui se passe, c'est que le tout premier bloc, celui qui est disponible de ce côté-là, une fois qu'on va faire le Shift et qu'on va venir ici, en fait, il va être visible. Il va être visible justement puisqu'il est là-bas. Ok? Donc pour corriger ça, étant donné que le bloc Shift hérite de la classe MasterBlock, on peut également cacher les façades. Donc vous venez juste ici. Et là, vous avez Show Front, Show Back, Show Left. Il faut juste trouver le bon. On va dire que c'est Show Left. Show Back, non? Show Left. Voilà, c'est le Show Left. Vous allez cocher ça. Et donc, automatiquement, cette face du bloc de Shift va être cachée une fois qu'on va arriver de ce côté-là. Donc là, tout est OK. Je sauvegarde. Et maintenant, on va pouvoir coder le Perspective Shifting. Alors, donc, pour coder le Perspective Shifting, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur CTRL espace et je vais ouvrir le BP Scientist. Il est disponible ici, juste derrière moi. Donc, je vais double-cliquer. Et donc là, on va pouvoir coder cette logique-là. Alors, avant de pouvoir la coder, nous allons devoir changer un paramètre. Je vais venir ici dans les classes Defaults. Et là, vous avez un paramètre qui s'appelle UseControllerIO. Alors, UseControllerIO, est-ce qu'il est disponible ici? Bon, en général, j'aime bien les chercher pour me rappeler à chaque fois de où est-ce qu'ils sont placés. Bon, là, il y a un peu trop de paramètres, donc je vais taper ici IO, Y-A-W. Et là, vous voyez qu'il y a UseControllerRotationIO. Vous allez décocher ce paramètre. Alors le fait de décocher ce paramètre, ça permet en fait de faire en sorte que le stick droit ne contrôle pas l'orientation de la caméra. Vous voyez quand vous jouez à un jeu, dès que vous bougez le stick ici, c'est ce qui permet de bouger la caméra autour du personnage. Ici, je décoche ce truc-là pour dire, écoute, la caméra, elle ne va jamais bouger. C'est moi qui vais te dire quand est-ce que tu dois bouger la caméra. Ce n'est pas ce bouton-là qui va permettre de changer l'orientation de la caméra. Donc ici, maintenant que ça s'est fait, on va pouvoir coder le reste. Donc je compile. Et du coup, je voulais vous parler d'un truc parce que depuis le début, je vous dis qu'on va faire pivoter le level, sauf qu'en fait, en vrai, on va faire pivoter le player
Et en fait, c'est le player qui va pivoter sur lui-même et qui va donner cette impression que c'est le monde qui tourne. Vous vous rappelez, je sais pas si vous voyez dans les clips musicaux, souvent c'est le cas, des gens qui ont un selfie stick et qui se mettent à tourner sur eux-mêmes. On a l'impression que eux ne bougent pas et que c'est le reste du monde qui bouge. Et bien en fait, on va recréer exactement cet effet. Donc ici, si je vais dans le viewport et que je place, je sais pas, admettons, je vais placer un scientifique ici, donc je vais prendre le BP Scientist, je vais le placer là, voilà, hop, alors s'il veut bien être placé correctement, bon, il veut pas, c'est un peu compliqué pour le coup, voilà. Ça y est, tu te places? Non, toujours pas? Ok, bon, c'est pas grave. Ici, le scientifique, il va être comme ça. Ok? Alors, petite info pour ceux qui connaissent, ici, on peut voir ce que la caméra est censée voir. Sauf que sur Unreal Engine 5, il y a un souci, lorsqu'on met une caméra en orthographique, on se retrouve avec une vue wireframe, c'est-à-dire une vue comme ça, là, wireframe. Ça donne cette vue-là, c'est un peu moche pour le coup, mais bon, on va faire avec. Hein. Ici, si je prends le player et que je le tourne, vous voyez, dans le truc, on a cet effet du monde qui tourne complètement. D'accord? Donc là, je prends le player et je le tourne. Voilà, on fait ça. Ici, si je prends, je le tourne, on fait ça également. D'accord? Tiens, on va même s'amuser avec un truc, je vais vous montrer une petite astuce. Ici, dans le BP Scientist, je vais venir, voilà, ici, l'Eventic. Je vais vous montrer une petite astuce. Tiens, je sors du script, hein, c'était pas prévu du tout, mais on va faire quelque chose. Ici, je vais faire local offset. Voilà, vous allez choisir rotation offset. Non, add rotation. Voilà. Vous allez faire un truc du genre add actor local rotation. Voilà celui-là, add actor local rotation. Vous allez mettre ça là. Et ici, vous allez mettre sur le Z, vous allez mettre une valeur très faible, genre 1. Là, si je compile, normalement, le perso va tourner sur lui-même de manière constante. Parce qu'en fait, le Add Local Rotation permet d'ajouter une rotation au personnage. Et donc là, j'ai ajouté 1 degré. Mais comme on est sur les Ventic, ça va ajouter beaucoup de fois par seconde. Et normalement, ça devrait marcher. Je lance. Voilà. Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Là, en vrai, si je lance le jeu, depuis le viewport principal, et que je sors, j'éjecte, et regardez, en fait, tout ce qui se passe, c'est le player qui est en train de tourner sur lui-même. C'est tout. Et comme la caméra est accrochée au player, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que c'est tout le level qui est en train de tourner, alors qu'en fait, il s'agit bien que du player. Donc là, je vais arrêter l'exécution parce que je vais avoir le tournis à force. Donc je reviens dans le BP Scientist ici. Je vais prendre ça. Je vais maintenir la touche Maj et supprimer. Et donc maintenant, on va implémenter un moyen de faire cette rotation de manière fluide. Alors vous allez voir, ça va être pratique parce qu'on va apprendre une nouvelle fonctionnalité qui sont les timelines. Donc ici, je vais créer une nouvelle variable. Dans Variables, je vais créer une nouvelle variable. Je vais mettre ça de type float. Et je vais la renommer en YAW_offset. Y-A-W offset. Le YAW_offset, c'est une variable qui va permettre de dire dans quel sens, enfin, quel est l'angle de rotation. On va dire plus 90 ou moins 90. Si on lance le shift, on va lui dire, mais écoute, tu prends ta rotation actuelle et tu vas aller à plus 90 par rapport à cette rotation. Donc c'est exactement ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, je vais compiler et je vais ajouter une autre variable et je vais l'appeler initial yaw. Initial yaw, ça va être le yaw initial. Donc le yaw, hein, pour info, c'est la rotation autour de l'axe Z. Le yaw initial, on va dire, bah écoute, quand on va lancer le shift, on va stocker le yaw du player, la rotation du player, si vous voulez, et on va dire, bah voilà ta rotation initiale et voilà ta rotation cible. Et maintenant, tu vas faire une rotation qui va t'emmener vers l'orientation finale. D'accord? On a l'orientation initiale et l'orientation finale, et on va faire une rotation qui va aller tout doucement vers l'autre orientation. Ah, je suis désolé, je fais que de me tromper. C'est la fatigue. Donc là, je vais prendre ça, je vais supprimer, vous allez voir, ça va être facile à comprendre, hein, normalement. Ici, je vais prendre le YAW_offset, je vais le mettre là, et donc lui, il va avoir soit 90, soit moins 90. Pourquoi? Parce qu'on va partir de là, on fait une rotation de 90, donc pour arriver ici, ou moins 90 pour arriver là. Et comment est-ce qu'on va définir ça? Eh bien, on va définir ça en fonction du sens de rotation. Si c'est droite, on va à 90. Si c'est gauche, on va à moins 90. D'accord? Donc je reviens ici. Donc ici, c'est le shift right qui va nous permettre de dire si on va à gauche ou à droite. Et donc là, je vais tirer un câble et je vais faire un select. Select float. Je vais brancher ça ici. Et du coup, si le shift right est true, on va passer par A. Sinon, on va passer par B. Donc si shift right est true, on va mettre ça à, excusez-moi, moins 90, maintenant que j'y pense. Et si c'est false, on va mettre ça à 90. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, en fait, alors peut-être que je me trompe. Si je suis là,
et que je fais une rotation sur la droite, on va regarder le Z ici, comment il passe, est-ce qu'il passe en positif ou négatif? Ah, c'est ça, il passe en négatif. Donc le player va devoir se tourner comme ça. D'accord? Vous voyez le Z là sur la droite? Ok, regardez bien ce truc-là. Si je veux aller à droite, le player va se tourner dans ce sens-là et ça va bien vers les moins. Donc on va à moins 90. Si je veux aller à gauche, je vais à plus 90. D'accord. Donc là, c'est bon, je reviens ici. Donc ça explique pourquoi on met moins 90 et plus 90. Et donc dès qu'on lance le shift, on va calculer l'offset. Quelle est la rotation qu'on veut appliquer? Et ensuite, on va prendre le initial yaw. On va le mettre ici. Et on va stocker à l'intérieur de ce truc-là la rotation actuelle du player. Donc je fais un clic droit, get actor rotation, je fais un clic droit, split struct pin, pour extraire que le yaw. Le yaw, c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, lorsqu'on lance le shift, on va prendre la rotation initiale, on va prendre l'offset qu'on veut ajouter, donc combien de degrés est-ce qu'on veut ajouter, et ensuite on va justement ajouter tout ça de manière progressive. Et comment est-ce qu'on va ajouter tout ça de manière progressive? Vous allez voir, on va utiliser ce qu'on appelle une timeline. Alors une timeline, qu'est-ce que c'est? Je vais faire un clic droit, je vais taper timeline, et je vais prendre add timeline, ce truc-là. Voilà, ça va vous ajouter ça, vous allez l'appeler quelque chose comme perspective, hein, shifting par exemple, et voilà. Donc une timeline, c'est ça. Je vais l'ouvrir, et ici vous avez cette interface. En fait, la timeline, ça va être comme une sorte d'éventique qui va pouvoir être lancé sur une durée déterminée. Donc ici, la durée déterminée, ça va être 5 secondes. Nous, on va mettre ça à 1 seconde. Ensuite, ici, je vais ajouter, donc ce qui est cool, c'est que quand on va passer par là, on va lancer cette timeline pendant 1 seconde. Donc là, on peut faire un test. Hein. L'update ici, c'est un peu comme l'éventique qui va être lancé. Donc quand on va passer par là, on va appeler l'update comme un éventique pendant 1 seconde. Donc là, ici, je vais faire un print string. Voilà. Et je vais mettre ça à 0,2 secondes. Je vais lancer l'exécution. Et là, si je saute, regardez bien, sur la gauche, on va avoir hello pendant 1 seconde. Et ensuite, ça s'est arrêté. D'accord? Donc c'est exactement ça. C'est ce truc-là qui va permettre de dire, bah écoute, tu vas tourner en 1 seconde. Donc ça, c'est bon. Ici, je vais rentrer à l'intérieur. Et ce qui est cool, c'est que vous voyez là, on peut ajouter une piste. Je vais cliquer sur ça. Et on va dire que je veux une piste de type float. Ici, on va nous demander quel est le nom de cette piste-là. Je vais appeler ça lerp factor. Et cette piste-là, si je compile, comme c'est un float, vous allez voir ici, on a un lerp factor qui est apparu. Et qu'est-ce que c'est que ce lerp factor? C'est un paramètre qui va évoluer au fil du temps. On peut dire, bah écoute, lorsque tu vas lancer la timeline, ce lerp factor, il va d'abord valoir 0. Ensuite, à la fin, je veux qu'il vaut 1, par exemple. Donc là, je vais faire un clic droit. Je vais faire add key to curve float. Et là, je vais mettre ça, je vais prendre cette clé-là. Je vais mettre ça, ici, le time, je vais mettre ça à 0. Je vais dire à l'instant 0, lorsque je vais lancer, je veux que la valeur soit égale à 0. OK? Et ensuite, ici, je vais faire un clic droit, je vais ajouter une autre clé. Et je vais dire, bah écoute, cette clé-là, elle va se placer à l'instant 1. Donc, elle se place à la fin de la timeline. Et je veux qu'elle ait une valeur de 1. Et donc là, si je clique ici pour redimensionner la courbe, vous voyez qu'ici, on a une courbe qui va de 0 à 1 en 1 seconde. 0 seconde, 1 seconde, 0, 1. Donc là, je compile et regardez, si je vais dans l'event graph, je vais faire un print string. Je branche ça là. Je compile, je vais lancer. Et regardez là, si je saute, regardez bien sur la gauche. Voilà, vous voyez qu'on avait une valeur qui a grandi, qui a augmenté tout simplement de 0 à 1. Et elle s'arrête à 1. D'accord? Donc cette propriété, elle est cool parce qu'en fait, ici, c'est un peu une sorte d'éventique qu'on peut contrôler. On dit, dès que je vais lancer cet événement-là, il va lancer un éventique qui va durer que 1 seconde. Et pendant 1 seconde, il va changer les paramètres. Donc là, c'est bon. Et du coup, maintenant qu'on a ce truc-là, on va pouvoir coder une logique. Donc je vais coder une petite logique et je vais vous expliquer ensuite le fonctionnement. Donc la logique, elle va être simple. Ici, je vais tirer un câble, je vais faire un set actor rotation. Donc je vais changer la rotation du scientist. Je vais faire un clic droit, split struct pin. Et là, je vais faire un clic droit, je vais faire get actor rotation. Ici, je fais un clic droit également, split struct pin. Et là, je vais brancher ça là et là. Parce que le X et le Y, on ne va pas changer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en gros, quand on va lancer la timeline, de manière progressive, on va augmenter l'orientation du player pour qu'il se tourne petit à petit. Et comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien, on va se servir du lerp factor. Regardez, je vais prendre le initial yaw. C'est là où ça va être intéressant parce que le initial yaw,
c'est le yaw initial, c'est celui-là. D'accord? Donc nous, ce qu'on va dire, c'est que là, on va prendre le initial yaw et on va lui ajouter quelque chose. Donc j'appuie sur la touche CTRL, je mets ça là, voilà. Et on va lui ajouter quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va lui ajouter? On va lui ajouter le yaw offset. Sauf que le yaw offset, on va le multiplier par le lerp factor. En faisant ça, en fait, comme la valeur du lerp factor va aller de 0 à 1, 0 multiplié par 90, ça va donner 0. Et ensuite, petit à petit, ça va aller jusqu'à 1. Et 1 fois 90, ça va donner 90. Donc en gros, on va avoir un angle qui va grandir progressivement jusqu'à atteindre l'angle maximal de yaw offset. Donc là, je branche ça ici. Je branche ça là. Et voilà. Et en fait, vous venez de créer votre perspective shifting. Donc quand je vais lancer, on aura une valeur qui va de 0 à 1, qui va être multipliée par le yaw offset, qui va permettre d'appliquer une rotation. Et cette rotation, elle va être ajoutée à la rotation initiale, et c'est ce qui va faire pivoter progressivement le personnage. Je sais que c'est un peu compliqué, mais je ne vous ai pas menti. Hein, quand j'ai lancé cette formation, je vous ai dit qu'on allait être un petit peu plus mathématique que la première formation. Et donc là, c'est bon. Je vais compiler, sauvegarder, je lance l'exécution. Et là, dès que je tape sur le bloc, voilà, vous voyez que ça fonctionne. Par contre, il y a un petit souci. Si je tape, je peux me déplacer pendant le shift. C'est problématique, pour le coup, parce qu'on ne le voit pas forcément, mais le personnage devient décalé par rapport à son axe. Donc pour corriger ça, nous allons désactiver les mouvements du player dès qu'il va lancer le perspective shifting. Alors pour ce faire, je vais venir ici. Je vais éloigner ça. Là, je vais taper Disable Input pour désactiver les inputs du player. Et je vais faire un clic droit et je vais faire Get Player Controller. Voilà. Je vais brancher ça ici. Et je vais dire, écoute, tu ne peux plus bouger quand tu lances le Shift. Ça permet de désactiver les inputs. Ensuite, je vais venir ici. Et en fait, ce truc-là, le Finished, ça va être lancé une fois que la timeline est terminée. Donc, dès que le Shift est terminé, on va passer par là et on va pouvoir exécuter quelque chose. Donc là, je vais taper Enable Input. Donc, ça active les inputs. Donc là, pareil, je vais faire un peu de place. Et ici, je vais dire, c'est clic droit, Get Player Controller. Voilà. Je vais brancher ça là. Je vais dire, écoute, quand la timeline est terminée, quand le shift est terminé, tu peux réactiver les touches. Un autre point important, c'est que ça ne se voit pas forcément dans ce cas-là. Mais en fait, ici, si je lance l'exécution, bon là, c'est un peu exigu comme côté. Mais en fait, si je me déplaçais et que je sautais, en fait, je vais avoir une sorte de, d'élan qui va faire que je vais quand même me déplacer pendant le shift. Moi, ce que je veux, c'est que dès que je touche le shift, je désactive tous mes mouvements. Comment est-ce que je vais faire ça? Ici, je vais venir juste après le Disable Input. Je vais éloigner tout ça. Et là, je vais prendre le Character Movement. Je vais le placer ici. Et je vais tirer un Set Velocity. Le Set Velocity, ça permet de changer la vélocité du perso. Si je mets ça à 0, ça va complètement l'immobiliser dans les airs. Donc dès qu'il va sauter, même s'il a un élan, dès qu'il va taper, poum, il va tomber tout droit. Donc là, ça ne va pas forcément se voir ici. Si je lance, on ne voit pas trop, parce que je suis en train de sauter. Mais là, en fait, j'essaie de bouger et je ne peux plus bouger tant que le shift n'est pas terminé. D'accord? Donc là, c'est bon. Et maintenant que notre shift fonctionne, on va mettre un petit commentaire. Voilà. Je vais mettre gère la mécanique de shift. Et pour terminer cette leçon et donc cette formation, nous allons faire quelques petits ajustements et on aura complètement terminé notre jeu. Alors donc ici, nous aurons deux ajustements à faire. Le premier ajustement, ça va être celui qui va retenir la caméra. Le problème, c'est qu'ici, vous voyez, la caméra, elle est accrochée au player. Et si je saute, elle suit le player, elle descend, elle monte en fonction de ses sauts. Bon, ça change pas grand-chose, c'est plutôt cool. Mais moi, je voulais faire un système un peu à la Céleste, pour ceux qui connaissent, où, en gros, je veux que la caméra reste à une hauteur fixe. Alors, pas vraiment Céleste, parce que Céleste, ça reste vraiment à une position fixe. Moi, je veux que la caméra reste juste à une hauteur fixe et que quand le player saute, on s'en fout de savoir s'il saute ou pas, on reste tout le temps à la même hauteur. Ça va donner un petit effet plutôt sympa, que j'aime beaucoup, et que je trouvais qu'il ajoute un certain cachet à l'entrejeu. Alors, ici, je vais vous montrer une solution qui n'est pas forcément la plus optimale, mais ça ne va pas avoir d'impact vraiment sur les performances, étant donné que c'est un tout petit prototype. Donc je vais venir ici chercher l'Eventic, qui est disponible juste là. Je vais éloigner tout ça, et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la caméra, et je vais forcer sa position sur l'axe Z, donc l'axe qui va de haut en bas. Comment est-ce que je fais ça? Je vais prendre la caméra ici, voilà, et là je vais tirer un câble, et je vais faire Set World Location. Je vais forcer sa position dans l'espace. Je vais mettre ça ici. Oups.
ça ici, ça là. Je vais éloigner ça. Voilà. Je vais faire un clic droit sur le New Location et je vais faire Split Struct Pin. Là, je vais prendre la caméra. Je vais tirer un câble et je vais faire un Get World Location. Et en gros, ce que je vais faire ici, je vais faire un clic droit, Split Struct Pin. Je vais brancher le X et le Y. Et là, je vais dire, bah écoute, à chaque fois qu'on a eu un frame, tu prends la position de la caméra, tu gardes son X et son Y, mais son Z, tu vas mettre la valeur que je t'ai demandé. Donc la valeur qu'on a demandé, on va dire, on va mettre 50. Et on va cocher téléport pour éviter les collisions. Et là, je vais mettre un commentaire. Je vais dire, force la hauteur de la caméra. Là, si je lance l'exécution, donc j'ai testé 50, on va voir si tout fonctionne correctement. Je lance ça. Là, vous voyez que le player est devant la caméra. Si je saute, regardez, la caméra ne réagit plus. Peu importe si je saute, la caméra ne bouge plus du tout. Est-ce que tout est correctement centré? Ouais, ça a l'air, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a un petit défaut ici, que je me rends compte qu'il y a un petit défaut, regardez, hop. Des fois, on a des petits, ça se voit pas carrément, donc ouais, remarque, ça devrait pas poser problème pour le coup. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a des petits trucs qui apparaissent. Non, remarque, non, ça va, j'ai rien vu. Donc là, c'est bon. Maintenant que ça c'est fini, il nous reste un dernier truc à faire. En l'occurrence, ajouter la musique de notre jeu. Donc là, je vais venir dans le level, ici. Et vous allez voir que pour ajouter la musique du jeu, c'est hyper facile. Je vais appuyer sur CTRL l'espace. Je vais venir dans le dossier audio. Et là, vous avez Background Music, BG Music. Vous allez le glisser dans le level. N'importe où dans le level. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous appuyez sur sauvegarder. Et si je lance l'exécution de mon jeu, vous pouvez voir que notre jeu fonctionne correctement. Donc là, je peux sauter pour activer le shift. On peut se balader avec la petite musique qui va bien. Voilà, je lance. Accroupissez-vous dans les airs. Voilà, et ici. Hop. C'est peut-être un petit peu fort, hein, mais en tout cas, la musique est pas mal. Et voilà, je récupère la potion. Je tire. On explose. Et on y va ici. Voilà, on peut quitter le jeu. Et donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir que mon travail est apprécié par les membres de notre communauté, ceux qui suivent mes formations gratuites. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a appris énormément de choses. Et si vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce que vous pouvez faire à partir de maintenant? Vous avez deux solutions. Soit vous continuez de regarder des tutos sur Internet, soit vous pratiquez par vous-même. Et moi, personnellement, ce que je vous recommande, en tout cas, c'est mon avis, c'est de continuer de suivre ce cursus qui vise à vous rendre complètement autonome sur Unreal Engine. Qu'est-ce que j'entends par cursus? En gros, cette formation, c'est la deuxième formation de mon cursus complet qui vise à vous rendre complètement autonome sur Unreal Engine. Donc, on a commencé par la formation Unreal Banana 1 qui permettait de débuter sur Unreal Engine. Ensuite, on avait Unreal Banana 2, donc cette formation-là qui permet de développer un jeu 2D. Mais du coup, vous avez bien vu que finalement, ce n'est pas vraiment de la 2D, c'est plus de la 3D spéciale, on va dire. Et on a pu se concentrer vraiment sur des systèmes plus avancés, notamment les Power Blocks et tout un tas d'autres choses. Et ensuite, dans cette étape-là, vous avez la troisième et dernière étape, qui est ma formation créateur de jeux vidéo pro, qui dure assez longtemps. Pour le moment, elle est à 50 heures de formation pour environ 350 vidéos. C'est une formation qui est hyper dense et dans cette formation, je vous montre vraiment mes méthodes à moi lorsque je crée un jeu vidéo. Parce que forcément ici, lorsque je vous apprends ces choses-là dans ce genre de formation, j'essaie de simplifier les choses pour que vous puissiez mieux comprendre. Dans la formation payante, créateur de jeux vidéo pro, c'est une formation dans laquelle je vous apprends des systèmes plutôt avancés. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment vu de formation qui aborde ce genre de système-là sur Internet. Donc, vous pouvez me faire confiance pour apprendre de nouvelles choses sur cette formation. En tout cas, si vous trouvez que je vous ai appris de nouvelles choses ici, vous pouvez me faire confiance dans la formation suivante, la formation payante. Vous allez apprendre encore plus de choses. Et beaucoup de gens m'ont dit que rien que la toute première section sur les 30 qui sont actuellement disponibles vaut largement le prix de la formation. D'ailleurs, je fais une remise exceptionnelle, j'avais décidé ça dans la première formation dédiée aux débutants. Je me suis dit que pour toutes les personnes qui arrivent au bout de cette formation, je vais vous offrir, pour les 50 premières personnes qui vont cliquer sur le lien disponible dans la vidéo, une remise de 30 € sur le prix final. Pour l'instant, la formation, au moment où j'enregistre ça, elle est en accès anticipé, donc elle est déjà moins chère que son prix final. Et en plus de ça, avec cette remise, vous allez la payer encore moins cher que la majorité des gens. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à me laisser un message. On se retrouve soit dans la formation suivante, soit dans un
un autre tutoriel. En tout cas, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Allez, ciao.